suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission ? Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie, en racontant mon histoire, mais aussi celle de ceux qui sont passés par là, via des articles que je publie sur mon site uncadeaumalemballé.com chaque semaine, et des épisodes de ce podcast où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes, sous forme de conversations sincères autour du burn-out, de la vulnérabilité et du courage, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute! Pierre-Étienne n'a que 28 ans, mais le jour où il décide d'entreprendre, il n'hésite pas à le faire dans un domaine difficile, la santé mentale. En créant Moka, il s'attaque à un sujet encore trop tabou, avec une belle détermination, car sa passion pour les sports d'endurance le lui a appris. Pas de grande victoire sans une grande force mentale. Et pour cela, il mise sur le collectif. Encore plus que leur technique, les sportifs de haut niveau travaillent énormément leur mental, le plus souvent grâce à des psys et à des coachs. Et si on appliquait la même recette en entreprise, en acceptant d'être accompagné ? Aujourd'hui, avec Pierre-Étienne, on parle de honte, de burn-out et de libération de la parole sur les sujets qui nous bloquent parfois dans notre travail et dans nos vies. Bonjour Pierre-Étienne, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Bien sûr, salut Laura. Du coup, Pierre-Étienne, 28 ans, je suis marié, j'ai grandi en région parisienne, maintenant j'habite à Paris. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Moka.care, qui a pour but de permettre à tous de prendre soin de son mental de façon simple et positive. Et je suis ravi d'être avec toi, je te remercie de m'avoir invité. Comme je t'avais dit quand on s'est rencontrés, j'ai été vachement touché par ta démarche, par cette volonté de lever le voile sur un sujet qui est très important et dont on parle très peu, à savoir le burn-out. Ça sera pas l'unique sujet aujourd'hui, je suppose, mais en tout cas, je suis très touché par cette démarche. Et du coup, je te remercie de m'avoir invité pour en parler aussi. Super. Bah écoute, on va peut-être reprendre un petit peu ton parcours depuis le début pour comprendre en fait comment t'en es arrivé à ce super projet. Toi, t'étais comment quand t'étais petit ? C'est une vraie question, ça. Je pense que le premier truc intéressant à dire, c'est que j'étais assez turbulent. En fait, c'est les maîtresses qui disaient ça. J'aimais bien faire un peu des conneries à droite à gauche et courir partout, faire des bêtises. Deuxième truc je pense qui est aussi intéressant, c'est j'étais explorateur. Tu vois, je me souviens encore au CP, où je sais plus quelle était la classe. Au fond de la classe, je noircissais des cahiers pour aller faire des voyages en Amazonie. J'avais tout prévu, j'avais construit ma cabane, j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire. Et je pense que j'ai un peu gardé cette âme d'explorateur. Et dernière chose qu'on disait sur moi quand j'étais petit, c'est que j'étais assez tenace, parfois relou même, parce que je lâchais rien et du coup je négociais à gogo le moindre truc, et quand j'avais une idée en tête, je lâchais rien. Donc l'enfant préféré des parents, je vois le genre. Voilà. Mais du coup c'est un peu ça ma jeunesse, quoi. Et j'aime bien cette question parce que je trouve qu'il y a quand même souvent des choses de nous petits qu'on retrouve dans nous adultes. Et en tout cas, je trouve que c'est assez bon signe quand on retrouve des choses qu'on aimait faire quand on était petit. Donc, tu vois, le côté explorateur, j'ai hâte que tu me dises comment tu le vis aujourd'hui. Moi, je sais que quand j'étais petite, ce que j'aimais le plus faire, c'était raconter des histoires. J'aimais inventer des trucs, me raconter des choses. Tu continues à raconter des histoires aujourd'hui, donc c'est bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime toujours raconter les histoires, donc c'est chouette. Et du coup, ça a été quoi un petit peu ton parcours ensuite pour arriver aujourd'hui à l'entreprise que tu as fondée ? L'idée, en fait, ça a été d'abord un cheminement. En termes de parcours, j'ai un parcours assez classique, on va dire. J'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. Et après, j'ai bossé en vente dans une entreprise de cosmétiques et puis en cabinet de conseil pendant quelques années. Si ta question, c'est sur pourquoi j'en suis arrivé à cette entreprise, il y a eu toute une partie de cheminement personnel. En fait, quand j'étais jeune, mon père a été malade d'une dépression pendant de nombreuses années.
Il était bipolaire et en fait j'ai très tôt été confronté au sujet de la santé mentale, sans le vouloir. Et je pense qu'à cet âge-là, on n'est pas du tout capable de comprendre ce que c'est que la santé mentale, mais on est capable de ressentir les choses. Donc tu vois, moi, je ressentais, par exemple, parfois des frustrations parce que à un moment ça allait, à un autre moment ça allait pas. Parfois c'était joyeux, parfois c'était triste, tu comprenais pas pourquoi. Et en fait, tu ressens beaucoup de choses et t'es pas encore capable de les comprendre quand t'es aussi jeune. Tu vois, j'avais une dizaine d'années. Et ça a duré assez longtemps, donc ça a été je pense quelque chose qui m'a beaucoup construit aussi. Et en fait, dans tout cheminement, je pense qu'il y a aussi un déclic. On en parlait tout à l'heure. Le déclic pour moi, ça a été au début de ma carrière pro. J'ai été très touché par le fait qu'autour de moi, de plus en plus de gens se posaient des questions psychologiques, que ce soit liées au pro, tu vois. Tu parles beaucoup du burn-out et c'est un vrai sujet et j'en ai côtoyé beaucoup autour de moi dans mes différentes expériences. Mais ça va aussi beaucoup plus loin que ça. C'est dans le cas de perso, tu vois. J'ai un problème dans mon couple, je sais pas moi, j'ai un deuil, j'ai vécu des situations compliquées, comment je fais pour les gérer, etc. C'est des thématiques qui m'entouraient partout. Dès que ces thématiques, dès que ces gens, arrivent au point de rupture, tu parlais encore une fois du burn-out, je me souviens parfois, je sais pas, quelques mois avant, un an avant, tu vas les voir et tu leur dis mais t'en as parlé avec quelqu'un, avec un psy, tu t'es fait accompagner. Et là, il y a 3 retours. Il y a un retour, c'est non, je suis pas dépressif, je suis pas malade. Ok. Le deuxième retour, c'est comment je fais pour trouver la bonne personne, tu vois, qui va m'accompagner, qui va pouvoir m'aider. Et le troisième retour, c'était je sais pas si ça va m'apporter la solution. Et donc fort, tu vois, d'un cheminement personnel et de constats qui arrivaient au fil de l'eau, c'est pour ça que j'ai décidé avec Guillaume, qui est un ami de longue date, de lancer Mocha. Et donc voilà le cheminement. C'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en fait ce que vous proposez et comment vous répondez justement à ces questions que je trouve hyper pertinentes. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide se les posent à un moment donné. Je suis complètement d'accord avec toi et je peux que l'être. Mais donc ce qu'on propose très concrètement, c'est une solution d'accompagnement psychologique à destination des collaborateurs en entreprise. Et moi, ma grosse ambition derrière ça, c'est de déstigmatiser ce sujet. Je le trouve encore beaucoup trop stigmatisé. Et je trouve que c'est pas normal. Donc, c'est une vraie conviction de le rendre accessible à tous. Donc, ce qu'on fait, c'est que on a toute une partie d'accompagnement individuel avec des psychologues et des coachs. La grosse différence, on parlait du deuxième problème tout à l'heure, qui était de trouver la bonne personne. On accompagne chaque personne à trouver le bon praticien pour elle. Et ça, aujourd'hui, ça fait toute la différence. Deuxième chose qu'on fait, c'est une partie de sessions de groupe et d'ateliers sur des thématiques telles que la parentalité, l'équilibre vie pro-vie perso, l'estime de soi et la prise de parole à l'oral. Pour nous, c'est important de l'aborder en groupe parce qu'on se rend compte que les gens ont besoin de partager sur des sujets qui atteignent leurs émotions, leurs sentiments. Et ça leur permet déjà de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre une situation comme celle-là. Et deuxièmement, d'en parler et de trouver des solutions. Et on développe toute une troisième partie qui est une partie de contenu et de programmes digitaux dont l'objectif est encore une fois de rendre accessible cet univers à des gens qui sont pas encore prêts à consulter parce qu'ils ont pas envie, pour plein de raisons, mais on leur fait se sensibiliser sur les sujets de santé mentale. C'est super intéressant. Et effectivement, tu vois, le terme de santé mentale, c'est un terme qui peut faire un peu peur, qu'on n'emploie pas souvent, et moi c'est un peu ce qui m'a interpellée aussi dans votre démarche, c'est que vous l'employez assez librement. À ton avis, pourquoi est-ce que quand on parle de santé physique, quand quelqu'un te raconte que son père a un cancer ou que sa mère s'est cassé la jambe, tout ce que tu ressens c'est de la compassion et tu sens qu'il y a vraiment aucun problème en fait à parler de ça. En revanche, quand quelqu'un a un problème mental, c'est tout de suite un petit peu difficile d'en parler, on a plutôt envie de le cacher. Enfin, comment vous en êtes venu à parler de ce sujet aussi librement et à ton avis, pourquoi ça coince quand on veut parler de ça ? Je pense que la première raison pour laquelle ça coince, c'est lié à l'éducation. C'est tout simplement, tu vois, quand on était petit, nos parents, ils nous apprenaient à se laver les dents 2 fois par jour, faire attention quand on traverse la route. À l'école, on nous apprend à bien lire, bien écrire, etc. Mais
à aucun moment nos parents nous disent prends le temps pour analyser tes émotions, qu'est-ce que tu ressens, comment ça se traduit, enfin tu vois, parler en profondeur de ces sujets-là. À l'école, on t'apprend pas du tout, par exemple, à vivre l'échec. On t'apprend pas du tout à faire tes choix. On t'apprend très peu de choses là-dessus. On peut pousser le bouchon encore plus loin, tu vois, de se dire, dans les médias, les pubs qui passent à la télé, c'est que sur le physique, c'est mange 5 fruits et légumes par jour, faites de l'activité, bougez une demi-heure par jour, des choses comme ça. Mais à aucun moment on te dit si tu regardes un écran de réseau social 3 voire 4 heures par jour, ça va avoir un impact massif sur ta santé mentale pour le coup. Si tu te poses jamais la question de comment tu te sens au boulot et que tu prends du recul sur toi et que voilà, ça va avoir aussi un impact sur ta santé mentale, ça on t'en parle pas. Donc, je pense que le premier sujet c'est l'éducation. Le deuxième sujet, c'est lié à la culture. Je pense qu'il y a un ancrage culturel très très fort sur le fait que et particulièrement chez les hommes, je pense, sur le fait que avoir un sujet de santé mentale ou qu'il se passe quelque chose dans sa tête, une émotion, un sentiment, ou avoir des états d'âme, c'est être faible. Et je pense que ça, c'est vraiment problématique parce que c'est quelque chose qui est ancré très profond en nous. Et depuis le départ, on nous dit ok, si t'as un problème, c'est que t'es nul, c'est que t'es faible, c'est que t'es pas au niveau. Alors pour moi, c'est une super force en fait de se remettre en question, de se dire ok, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je vis, comment je le vis. Le troisième et peut-être le dernier facteur que moi j'ai identifié, c'est la santé physique, c'est palpable, c'est facile de le voir. Tu disais voilà, on se casse la jambe, tout le monde le voit, t'as une jambe cassée. Ce qui concerne le mental, c'est souvent invisible. Et les gens le cachent en fait, très souvent. À tort ou à raison, enfin on pourra en parler, mais vu que c'est quelque chose d'invisible, c'est très dur d'aller voir quelqu'un en lui disant écoute, est-ce que tu as besoin d'un coup de main ? Est-ce que tu veux te faire accompagner ? Parce que souvent on n'ose pas, on sait pas trop si c'est vrai, pas vrai, dans quelle mesure c'est vrai. Et donc je pense que le gros problème du sujet de la santé mentale, c'est que c'est invisible et donc c'est très dur d'en parler. Ouais, c'est un vrai point. Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu disais sur l'éducation, parce que je trouve que c'est très très vrai qu'on nous apprend pas en fait tout ça, comment à gérer ses émotions. J'ai écouté un podcast super intéressant. Je sais plus dans quelle émission, mais je retrouverai et je mettrai le lien. C'était dans une école, ils organisaient des cercles de parole pour les enfants. Ils appelaient ça le cercle magique. Et en fait, ils se regroupaient et il y avait des règles. Qui étaient présentés sous forme de jeu, parce que c'était des enfants de CP, donc on parle d'enfants de 6 ans, à qui on disait, voilà, les règles, c'est que ce qui est dit dans le cercle doit jamais être dit ailleurs, on n'a pas le droit d'interrompre celui qui parle, et on n'est pas obligé de parler. Mais donc, chacun à leur tour, ils prenaient la parole, et ils racontaient ce qu'ils avaient envie, ce qu'ils avaient sur le cœur, de parler d'une émotion, et en fait, la maîtresse, elle racontait à quel point, depuis qu'elle avait mis ça en place, en fait, il y avait plus de conflits dans la classe, c'était tout se résolvait en faisant appel comme ça à mais en fait qu'est-ce que tu ressens, et il y a des petits témoignages en fait, enfin les enfants ils parlent pendant l'épisode et c'est hyper touchant, et ils racontent aussi qu'ils le ramènent chez eux et qu'en fait ils apprennent à leurs parents à faire du cercle magique à la maison sur plein de sujets, et je me suis dit mais ça c'est génial, et ça veut pas dire que nos parents ont pas été des bons parents de pas nous apprendre ça, parce que je pense que même ils l'ont pas appris. Mais du coup, c'est vrai qu'on se retrouve adulte à pas savoir gérer ces trucs-là. Et quand en plus t'as eu la chance d'avoir un parcours à peu près sans encombre, où en fait tu te retrouves adulte avec des amis, une famille, un conjoint, un travail, et que t'es sur les rails de la vie, je pense que quand ça déraille, ça coince en fait d'oser le dire. D'autant plus que c'est quelque chose qui est relativement facile à cacher au départ, qui est globalement pas une bonne nouvelle, puisque au final, quand ça finit par se voir, c'est que malheureusement, c'est souvent tard, quoi. Et du coup, est-ce que toi, tu arrives à comprendre, en fait, qu'est-ce qui se cache derrière cette honte que les gens ressentent à verbaliser, en fait, leurs émotions ? Alors, tu parlais plus particulièrement des hommes, effectivement, je partage, je pense, ce constat. Comment tu penses qu'on peut réussir à dépasser ça, en fait ? Déjà, je pense que sur le sujet, tout à l'heure, on parlait que on disait que c'était un sujet qui était très stigmatisé. Je pense qu'il y a un gros enjeu aujourd'hui, c'est de mettre ce sujet sur le devant de la scène comme un sujet tout à fait normal, en fait,
Et juste le fait d'en parler, voire de le célébrer, dans certaines cultures, ça l'est beaucoup plus. Si on regarde au Canada, aux États-Unis, il y a des sociétés, il y a des cultures dans lesquelles c'est beaucoup plus accessible d'en parler. Je voyais là même dans certaines entreprises françaises, c'est le cas. Je lisais le cas d'un PDG d'une grosse start-up de mutuelle en France qui disait It's okay not to be okay. Et c'est juste, c'est super important que des dirigeants aujourd'hui disent ça et mettent ça sur le devant de la scène, de se dire ok, c'est normal. Enfin, on a tous des hauts et des bas, et il y a tout le temps des moments où on n'est pas bien, et c'est normal, et il n'y a pas de souci d'en parler. Donc je pense que ça, c'est la première chose. Peut-être la deuxième chose, c'est sur le sujet d'aider les gens, en fait, et de les guider dans leur démarche. Parce que, typiquement, la honte, c'est aussi quand on a peur. Et souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et du coup, le fait de les aider à connaître cet environnement, de leur dire, en fait, la psychologie, par exemple, ça va beaucoup plus loin que Freud dans son divan. Aujourd'hui, c'est juste super vaste comme environnement. T'as plein d'outils, t'as plein de méthodes, t'as plein de types de pratiques. Et je pense qu'on a un gros travail d'apprentissage, justement, autour de ça, de faire découvrir aux gens. Un autre sujet qui me tient à cœur, je trouve qu'aujourd'hui, on est peut-être trop dans une société où j'ai un problème, j'attends tout de suite une solution. Je te donne un exemple, c'est tu vas chez le médecin, tu lui demandes une ordonnance, il te donne des médocs et poum, antibiotiques, t'es soigné. Tu vas, tu cherches une info, boum, tu tapes Google, tu la trouves en 2 secondes. Ce qui se passe dans ta tête, en fait, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que parfois ça nécessite un peu de temps. Et donc, je pense qu'il y a aussi une nécessité, et c'est ce qu'on essaye, c'est ce que j'essaye de faire aussi au quotidien, d'aider les gens à faire le premier pas, et de leur montrer que parfois ça peut prendre un peu de temps, mais que déjà au bout de 2-3 séances avec un psy, on arrive à creuser des thématiques, on arrive à se rendre compte que ça nous apporte énormément. Et donc je pense que le fait de favoriser ce premier pas, c'est quelque chose qui sera vachement important pour casser toute cette honte qu'il y a autour du sujet. Ouais, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans ce que vous apportez que je trouve intéressant. C'est déjà de permettre de trouver le bon praticien après un échange, parce que comme c'est un sujet un petit peu tabou, on n'ose pas forcément demander autour de soi un peu des recommandations en bouche à oreille de est-ce que t'as un bon psy. Ce qui est marrant, c'est que je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ont déjà consulté quelqu'un. Moi, je suis au courant parce que j'en parle librement. Du coup, forcément, ça libère la parole autour de moi, et j'entends beaucoup de gens qui me disent que eux aussi, ils ont déjà vu un psychologue, un sophrologue, un hypnothérapeute, enfin toutes sortes de praticiens pour les aider à se sentir mieux dans leur vie. Pour autant, il y a quand même encore beaucoup de gens qui ne l'ont jamais fait ou n'envisageraient jamais de le faire. Aussi parce qu'ils se diraient je vais pas aller déballer ma vie à quelqu'un, et si après ça colle pas, faut tout recommencer. Donc je trouve ça intéressant que vous permettiez la mise en relation. Et après, pour rebondir sur ce que tu dis sur l'immédiateté, je pense que ça c'est hyper difficile. Moi j'en suis encore un peu là, à vrai dire. Je trouve ça super dur d'accepter que tout ne se résout pas en une fois, et de se dire voilà, en fait tu commences un chemin, et le premier pas c'est le plus difficile, mais derrière il faut aussi que tu y mettes du tien, en fait. Toi aussi tu vas le bosser. Et ce que je trouve intéressant, et que j'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus, c'est le rôle de l'entreprise dans tout ça, parce que finalement du coup vous apportez cette solution là dans l'entreprise. Pour toi, pourquoi c'est important, pourquoi l'entreprise elle a un rôle à jouer là-dedans, en fait? Je pense que l'entreprise, déjà, elle a un rôle à jouer sur les 3 points qu'on citait tout à l'heure, à savoir le fait de célébrer la santé mentale, en fait, juste de dire c'est un sujet qui est important, et donc mettons-le sur le devant de la scène, et voilà. 2, sur le sujet de l'éducation, enfin ce qu'on disait tout à l'heure, apprendre. Et en fait, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça, c'est que elles ont, comme tu dis, elles ont intérêt à le faire. On va pas rentrer dans les chiffres de combien coûtent chaque année les sujets de santé mentale à une entreprise. C'est faramineux. Mais en fait, il y a quelque chose qui est dans la tête de tout le monde. C'est que quand t'es épanoui, t'es performant. Et donc, l'entreprise a tout intérêt à favoriser cet épanouissement
parce que ça permet à ses collaborateurs d'être juste au top au quotidien et d'être bien dans leur pompe et d'être performant in fine pour l'entreprise. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de barrière entre ta vie pro, ta vie perso. Enfin, aujourd'hui, on est tous dans un grand truc qui est notre vie. Et en fait, on se rend compte, je trouve, que quand t'es pas bien dans ton travail, t'es rarement bien de manière générale. Moi, je trouve que ça, c'était un des nœuds les plus difficiles à dénouer pour moi et qui a mis beaucoup de temps pour moi à réaliser qu'en fait, ce qui posait problème, c'était le travail. Et je ne l'ai réalisé que le jour où j'ai été arrêtée et où le soir même, j'ai redormi 8 heures d'affilée, ce qui ne m'était pas arrivé depuis minimum 90 jours. En fait, c'est parce que j'avais pas pris conscience que c'était le boulot. Parce qu'en fait, c'était généralisé. Je pense que ça avait pris sa source au travail, mais que du coup, je me sentais jamais bien, le week-end non plus, je dormais plus le week-end non plus, je n'avais plus faim le week-end non plus. Et en fait, j'étais dans un truc où, de façon générale, je n'allais pas bien et j'avais l'impression que c'était un gros, un gros shutdown de toute ma vie. Et j'ai eu beaucoup de mal à mettre le doigt sur le point de départ. Et je pense que l'inverse existe aussi, où tu peux avoir un problème dans ta vie perso qui, en fait, se répercute sur tout. Et du coup, je trouve que c'est intéressant pour les entreprises de faire la part des choses, de se dire, en fait, quand tu aides tes salariés à résoudre un problème de santé mentale ou juste à se sentir mieux, ça veut pas dire à la base que t'as fait quelque chose de mal qui fait qu'il y a un problème à résoudre. On a tous des problèmes à résoudre, des trucs sur lesquels on voudrait s'améliorer, des choses dans nos vies qu'on aimerait voir changer. Et effectivement, démocratiser ça et faire jouer un rôle à l'entreprise, je trouve que c'est super intéressant. Et aussi, tu vois, ce qu'on essaye, pour rebondir sur ton point, ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est de pas du tout positionner le sujet comme un problème. Enfin, tu vois, aujourd'hui, bien sûr, nous, on accompagne des gens qui vivent une situation difficile, donc on peut parler de problème. Mais l'idée aussi, c'est de se dire, tu vois, pour moi, ma conviction profonde, c'est que tout le monde devrait voir un psy, pas juste ceux qui ont un problème. Et l'idée derrière ça, c'est que je le vois comme une hygiène quotidienne, tu vois, juste de se... Comme on dit, tu le disais très bien, il y a à la fois des sujets pro, des sujets perso, on a tous des sujets qui nous posent question, et le fait de pouvoir en parler, et que l'entreprise favorise ça, pour moi, c'est une chance inouïe, parce que c'est quelque chose qui nous occupe la tête énormément, et qui, in fine, va nous permettre d'être plus concentrés, plus présents au boulot, c'est vrai, mais surtout plus épanouis dans nos vies, et donc je pense que l'entreprise a vraiment un rôle à jouer là-dessus, quoi. T'as l'impression aujourd'hui que les entreprises, elles ont des réticences à prendre ce rôle-là C'est une bonne question. Je pense que les entreprises, en fait, elles peuvent avoir... Et donc, il ne faut pas généraliser non plus, mais si je te donne un peu les différents retours qu'on a en fonction de nos discussions, il y a un retour qui vient assez souvent, c'est « Ok, mais pourquoi j'accompagnerais mes collaborateurs sur des sujets perso ?» Typiquement, est-ce que c'est de mon fait si Monsieur Tartampion il a un problème dans son couple, et en fait la question c'est pas est-ce que c'est de mon fait ou pas, c'est est-ce que le fait d'aider cette personne en tant qu'entreprise va servir mon entreprise. La réponse est clairement oui. Enfin, on n'est pas quelqu'un de 9h à 18h et ensuite quelqu'un à la suite. Mais donc je pense que ouais, l'entreprise a vraiment un rôle là-dessus, quoi. Super intéressant. Toi, du coup, tu disais, tu as travaillé pendant longtemps en conseil en stratégie, qui est quand même un secteur qui est connu pour avoir un rythme de travail hyper soutenu, beaucoup d'exigences. Et du coup, malheureusement, ça génère aussi beaucoup de stress au travail. Et on en parlait avant l'enregistrement, les profils des gens qui travaillent dans ces cabinets de conseil, je pense que tu peux appliquer un calque sur les profils des gens qui sont potentiellement concernés par le burn-out, parce qu'on parle de gens hyper engagés, perfectionnistes, qui jouent leur réputation à chaque fois qu'ils font un truc dans leur boulot, et qui du coup peuvent avoir tendance à s'oublier dans le travail. Toi, comment tu percevais ça ? Comment t'as fait pour que ça ne te touche pas ? Déjà, il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait d'essayer d'isoler ou de déterminer quels sont les facteurs inhérents aux gens, en fait, qui font que tu es plus à risque potentiellement de faire un burn-out. Et il y a un super reportage sur Arte là-dessus qui montre que, en fait, oui, il y a le conseil, il y a la banque, des milieux qui sont peut-être avec une exigence au travail qui est assez énorme.
mais il y a tout autant le berger dans le Cantal qui fait un burn-out. Et en fait, ça, c'est vachement... Je conseille ce reportage. En fait, il est top parce que ça montre que, justement, le burn-out peut toucher tout le monde. Donc, oui, j'ai été confronté au sujet autour de moi, et c'est aussi pour ça que j'ai créé Mocha, et on en parlait en intro. Parce que, certes, c'est une population qui est très perfectionniste, où, tu vois, il faut toujours faire mieux, toujours faire plus, toujours aller plus loin. C'est une population qui peut-être a tendance aussi à un peu, comme tu le disais, à s'oublier, enfin, tu vois, à se dire, ok, bon, il y a presque parfois une notion sacrificielle du travail, tu vois, de se dire, bon, je fais ça pendant 2 ans, pendant 3 ans, mais c'est pas grave, parce qu'après, j'ai fait un super poste, etc. Et la deuxième partie de ta question, c'était comment moi j'ai fait pour me protéger, entre guillemets, ou, enfin, je sais pas si c'était me protéger, mais pourquoi j'ai pas été touché à titre perso. Je pense justement parce que je prenais beaucoup de recul sur le travail en tant que tel, c'est-à-dire que pour moi le travail était une partie de ma vie, mais il y avait tout plein d'autres parties dans ma vie perso. Je suis un grand fan de sport, je fais plein de sports, et pour moi c'est une grande part de ma vie. Donc déjà je relativisais beaucoup ma vision au travail. Deuxième chose que je fais que je fais encore aujourd'hui, c'est pour moi la notion d'équilibre, elle est très importante, de se dire c'est lié, hein, mais que le travail c'est une chose, mais j'ai plein d'autres choses, et du coup le fait d'avoir une vie équilibrée pour moi c'était très important. Dernière chose que je faisais beaucoup, c'est et qui est importante je pense, c'est de communiquer ce qui est important pour nous, parce que tu vois, par exemple dans le conseil, moi je le voyais autour de moi, il y avait plein de gens qui culpabilisaient en fait, tu vois, qui se disaient il faut pas que je dise à quelqu'un que je vais faire, je sais pas moi, 1 heure de tennis ou je ne sais quoi, parce que il va penser que je travaille pas, que je suis un branleur, enfin. Et moi, en fait, je communiquais très librement sur, voilà, quelles sont les priorités dans ma vie. Et de toute manière, je m'étais dit dès le départ que si c'était pas compatible avec mon boulot, je changerais de boulot. Donc, c'est pour ça que ça a tenu aussi, je pense, longtemps, parce que c'est quelque chose que j'avais aucun souci à communiquer. On parlait de la honte tout à l'heure, c'est peut-être une force, mais j'ai rarement honte, j'ai pas peur du ridicule, et du coup ça me dérangeait pas du tout d'aller dire écoute là, ouais, je sais qu'il est 19h, mais n'empêche que moi j'avais prévu d'aller courir à 19h, donc là je vais courir et on se voit demain ou on se voit ce soir, enfin, mais là maintenant je vais courir, donc c'est pas maintenant. Et le fait de communiquer ce qui est important pour nous et nos priorités, pour moi ça a été quelque chose de juste, je pense, de salvateur, quoi. Ouais, et c'est très intéressant que tu l'aies développé, parce que je trouve que c'est à la fois très sain et en même temps pas du tout inné pour beaucoup de gens, dont je fais partie, où en fait, pour moi, c'est mes besoins à moi, c'est vraiment le truc que j'avais l'habitude de faire passer le plus facilement derrière quand il y avait besoin de reprioriser, quoi. Et vraiment, évidemment, mes loisirs et mes sorties et mon sport, mais aussi jusqu'à des besoins vitaux, quoi. En fait, vraiment, s'il faut ne pas déjeuner, je ne déjeune pas. S'il faut se lever à 6h30 du mat parce que la presse, elle est pas encore parfaitement comme je voulais, c'est-à-dire qu'en plus, c'est même pas que quelqu'un me le demande, c'est moi, j'estime qu'en fait, pour que ce soit nickel, il va falloir que je rebosse 1h30 demain matin avant d'aller au boulot, et j'empiète, et j'empiétais sans aucun problème sur ma nuit, en fait, en me disant le boulot d'abord, ma réputation d'abord. Et je trouve ça très sain que tu naturellement t'aies pas ce réflexe-là. Je pense qu'on est quand même nombreux malheureusement à pas l'avoir. Et aujourd'hui, moi, je prends conscience à quel point en fait c'est les choses à l'envers, parce que en n'allant pas bien, en ne dormant pas suffisamment, en ne mangeant pas suffisamment, en fait, je peux pas être au top de ma performance et je peux pas être la personne que j'ai envie d'être. Donc, autant commencer par là, quoi. Je suis complètement d'accord, et je pense qu'il y a un autre sujet qui est intéressant à réfléchir, c'est qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie au quotidien. Tu vois, moi par exemple, c'est faire du sport, voir ma femme, voir mes amis, voir ma famille, et tu vois, ça, en fait, une fois que tu l'as déterminé, il faut aussi être cohérent avec toi-même et du coup te dédier du temps pour ça. Moi par exemple, je fais du sport quasi tous les matins, et je sais que c'est ça qui me donne la patate au quotidien et qui me donne cette énergie, et je travaille pas comme un taré des heures de fou, parce que de toute manière je sais que physiquement il y a un moment où je suis plus efficace, et je privilégie vachement l'efficacité à la quantité. Et ça, pour le coup, une fois que tu arrives à déterminer ce qui t'apporte de l'énergie et ce qui t'en enlève à l'inverse, et quand tu focalises les trucs sur ce qui t'en apporte,
tu fais des journées qui sont trop cool et t'es super performant au boulot et t'avances bien et t'es heureux dans ta vie, quoi. Mais c'est assez dur de déterminer ça. Ouais, et tu touches du doigt un autre truc parce que du coup aujourd'hui t'es entrepreneur et je pense que a fortiori quand c'est ta boîte et que du coup ta quantité de travail détermine quelque part ton résultat, tu peux vite être tenté de t'oublier un petit peu là-dedans. Toi aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne de l'énergie pour être entrepreneur et qu'est-ce qui fait que tu donnes la juste dose de ce que tu peux donner pour courir un peu le marathon de l'entrepreneuriat, parce que finalement c'est pas une course de vitesse, quoi. Je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs et il y a une vidéo qui résume vachement bien ça. C'est une vidéo d'Idriss Aberkan qui s'appelle Love Can Do. Je la conseille parce que je la trouve super bien. Les deux types d'entrepreneurs, c'est premier entrepreneur qui se dit il y a un marché, il y a une niche, je vais y aller, il y a un potentiel, let's go. Et deuxième type d'entrepreneur que je pense être, c'est tu te dis j'ai fait un cheminement, j'ai eu un déclic, il y a un truc que je ressens qui me passionne au quotidien et qui me... En fait, c'est juste... t'es tellement animé par la chose que en fait, tu cours pas un marathon, c'est juste tu vis la chose. Et donc, tu te poses même pas la question de combien de temps ça dure, combien de temps... C'est juste de toute manière, en fait, tu peux pas t'empêcher d'y penser et t'es tellement animé par ce sujet et ça te fait tellement plaisir d'en parler autour de toi, la preuve aujourd'hui, de le partager avec les autres, d'en parler avec tes tripes, etc., que j'avoue, je me suis jamais posé la question, quoi, en fait. C'est génial. Et toi aujourd'hui, du coup, donc tu disais que tu fais encore beaucoup de sport, et d'ailleurs je crois que c'est comme ça que t'as aussi expérimenté en fait les pratiques pour entretenir sa santé mentale, parce que quand on est sportif, on se rend compte qu'il y a aussi quand même une grosse part qui est dans la tête. Toi, comment tu l'as travaillé, ou tu la travailles encore En fait, comme tu dis, moi j'adore faire du sport et j'en fais énormément, et particulièrement des sports d'endurance ou des sports d'exploration. Je fais par exemple pas mal de parapente, de kitesurf. Sur les sports d'endurance, tu vois, par exemple, quand tu fais, plusieurs dizaines d'heures sur un vélo ou des nuits en courant ou des choses comme ça, de toute manière, ton physique, au bout de, disons, 10% de la course, il est plus là et tout se passe dans ta tête. Et du coup, si jamais tu t'es pas suffisamment préparé en amont sur le sujet et mentalement, ça marchera pas. Et pareil, je donne peut-être trop de conseils de vidéos, mais il y a un TED qui est top de Tony Nadal, qui est l'entraîneur de Rafael Nadal, sur le mental, qu'il faut vraiment regarder, parce que il dit 90% de l'entraînement de Rafael Nadal, c'est juste le mental, et 10% c'est la technique. Et il y a une anecdote qui est assez cool, qui est quand il avait 15 ans, ou je sais plus, quand il était jeune, Rafael Nadal, à un moment, il a joué pendant tout un set avec une raquette pétée, et à la fin, il dit à son entraîneur... il y a son entraîneur qui vient le voir et qui lui dit Rafa, tu joues avec une raquette pétée là depuis 5 jeux. Et là il regarde, il fait ah ouais putain, elle est pétée. Mais en fait je suis tellement habitué à ce que l'erreur vienne de moi que je me suis pas dit que c'était possible que ça soit autre chose. Et tu te dis en fait le Tony Nadal, ce qu'il dit, c'est que Nadal il a entraîné juste sa capacité mentale à jouer. Il lui a pas dit un coup droit on le fait comme ça. D'ailleurs apparemment il paraît que techniquement c'est pas le meilleur joueur, mais n'empêche qu'en termes de mental ça se voit. Et moi du coup comment j'ai travaillé ça. Moi je travaille beaucoup sur des sujets de visualisation. C'est juste de se dire qu'est-ce qui m'anime dans le résultat, tu vois, parce que ce qui se passe souvent dans ta tête quand tu fais une épreuve sportive assez longue, au bout de 3 heures, 4 heures, tu te dis putain qu'est-ce que je fous là, quoi. Pourquoi je suis ici, pourquoi je fais ça. Et tu vois, moi, la visualisation de la course en amont, ça m'aide énormément. Et notamment ce sujet d'exploration dont on parle un peu depuis le départ. Pour moi, c'est juste explorer ce dont ton corps est capable, ce dont ton mental est capable. Et là, tout de suite, tu te dis, en fait, j'étais juste pas conscient que j'allais réussir à faire ça, et pourtant j'y arrive. Donc vraiment, essayer de visualiser en amont la réussite, ça marche énormément. Le deuxième truc sur lequel je m'entraîne énormément niveau mental, c'est essayer de prendre du recul au quotidien sur ce qui t'arrive et toujours positiver les choses.
peut paraître un peu basique, mais et d'ailleurs ma femme se moque de moi là-dessus, mais tous les soirs en me couchant, je regarde en l'air et puis je fais rien. Et c'est juste en fait dans ma tête, je me repasse ma journée et je me dis ça c'était cool, ça c'était bien, ou alors ça tiens, enfin en fait juste je revisualise et j'essaie de vivre dans le temps. Et ça sur l'entraînement mental, ça te permet, ça t'apprend juste à vivre dans le moment. Et ça dans la course c'est vachement important parce que quand t'es sur le vélo en soi, si jamais t'es prêt à passer, je sais pas moi, 15 heures sur un vélo, y a un moment il faut aussi que tu profites du voyage, quoi. C'est pas juste la ligne d'arrivée qui va te faire plaisir. Et donc essayer en amont d'apprendre à ressentir ce qui se passe dans ton corps, moi c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est super intéressant. Il y a plein de trucs qui résonnent. Le premier point, c'était sur la visualisation. J'ai préparé un marathon il y a quelques temps avant de faire un burn-out et j'ai écouté en le préparant parce que du coup quand tu cours longtemps tu as envie d'écouter des choses des podcasts qui durent un peu longtemps et du coup j'écoutais pas mal Mathieu Stéphanie qui est d'ailleurs notre hôte aujourd'hui et qu'on remercie et j'avais écouté un épisode super avec Stéphanie Giguel, je sais pas si tu connais, qui est une championne d'ultra trail, enfin de longue distance, une fille assez exceptionnelle qui a fait HEC, qui était avocate et qui a complètement changé de vie pour devenir aventurière de l'extrême. Elle a traversé, pas dire de bêtises, mais tout un pôle à ski. Elle a fait 2500 km en ski en tirant sa tente derrière elle. Et c'est une nana qui doit faire 1m60 et 45 kilos, donc hyper impressionnante. Et j'avais écouté ça et elle parlait beaucoup de la visualisation. Du coup, moi, à l'époque, j'essayais de m'entraîner à visualiser mon succès sur le marathon. Et le jour où j'ai été et que c'était dur, je me suis remis dans les oreilles son épisode. Donc, ouais, je partage ce travail-là. Et aussi sur le moment présent. Je pense que ça, on en est tous énormément déconnectés. Moi, je me suis rendu compte que dans ma vie, j'étais jamais là où j'étais, en fait. Mais dans tous les sens du terme. Hein. Je pouvais être au boulot et être en train de penser à ce que j'allais faire à dîner le soir. Comme je pouvais être dans mon lit en train de penser au boulot, j'étais sans arrêt en fait à un autre endroit dans ma tête. Et le pire, c'est que je prenais ça presque pour une qualité en fait. Je me disais, je suis capable de faire vraiment beaucoup de choses à la fois. Je peux être dans cette réunion tout en prévoyant mon dîner, le tout dans ma tête. Et en fait, je pense que ça, c'est aussi quand même la racine du problème. Tu profites jamais vraiment et tu t'écoutes jamais vraiment. Moi, mon corps, c'était pas du tout, c'est mon partenaire et on est ensemble pour 80 ans ou 90 ans, donc en fait c'est vraiment l'entité avec laquelle je dois le mieux m'entendre et être le plus à l'écoute. Au contraire, c'était un petit peu mon esclave, quoi. C'était fais ce que je t'ai dit, cours un marathon, lève-toi à 6h30 le matin, et je trouve que c'est super intéressant d'entendre un parcours de sportif qui respecte en fait le corps et qui l'écoute, quoi. D'ailleurs, enfin, on fait beaucoup de parallèles avec le sport, mais tu vois, dans tous les entraînements sportifs, la récupération, c'est aussi important que l'entraînement. Parce que si jamais tu t'entraînes à un marathon et que tu cours jusqu'à la dernière minute pour avoir fini ton plan d'entraînement, tu vas pas réussir ton marathon parce que tu seras épuisé. Et en fait, c'est comme tout, c'est de se dire, et d'ailleurs, il y a un autre bouquin que je conseille qui s'appelle Champion dans sa tête. C'est un super bouquin, justement, pour l'entraînement mental dans le sport, et en fait qui explique que les grands sportifs, ils ont tellement répété, tellement précisé leur entraînement, que ce soit physique comme mental, qu'en fait, une fois que tu as intériorisé ça, il faut aussi laisser ton corps faire le boulot un peu. Et si tu laisses ton corps faire le boulot, c'est là où tu arrives à un état que eux ils appellent en gros le flow, quoi. Et c'est là où tu as tous les grands sportifs qui brillent. Et tu le vois par exemple en athlée, quand tu vois un gars qui sort de nulle part et qui d'un coup éclate un record, enfin, ou des choses comme ça, c'est juste, ils ont tellement intériorisé la chose, ils ont tellement bossé, qu'il y a un moment, le fait de laisser ton corps faire le boulot, notamment via le repos, t'intériorises le truc tellement que t'exploses, quoi. Et là, c'est juste trop bien de réussir à arriver dans cet état-là où tu sais pas expliquer, tu vois, rationnellement pourquoi ça a marché, pourquoi ça a pas marché, mais tu ressens au fond de toi un truc qui est tellement fort et tu te dis putain, c'est là où il faut y aller, et bram, t'y vas et tu te poses pas du tout de questions et tu fonces. Et en fait, t'as tellement travaillé en amont, encore une fois, que c'est là où t'arrives dans cet état de flow qui est jouissif, quoi. Ça donne envie. Toi, aujourd'hui, de quoi tu te sens le plus fier ?
Oula, grosse question. Bah déjà, ça peut paraître basique, mais je me sens fier d'être heureux au quotidien de ce que je fais et et de ce pourquoi j'œuvre. Tout simplement parce que bah, en fait, je suis super fier de la boîte qu'on est en train de créer avec Guillaume, parce que c'est bah, à la fois c'est quelque chose qui nous prend au trip, qui nous prend au fond de nous, et surtout en fait c'est enfin je le dis avec toute humilité, mais j'ai la sensation d'aider des gens à aller mieux, et bah ça me rend tout simplement heureux, et surtout en fait d'œuvrer bah, juste pour un monde qui a priori me semble bien, enfin j'ai l'impression d'apporter ma pierre à un monde que je veux faire pour demain, et que je trouve plutôt positif. Après, bah, y a plein d'autres trucs qui me rendent fier. Il y a mes amis, ma femme, ma famille, tout ça, c'est juste des choses très simples, quoi. Les relations que j'ai au quotidien, ça m'épanouit vachement, et je suis super fier d'avoir réussi à construire ça, à traverser des adversités et des épreuves de vie qui parfois ont été dures, mais qui aujourd'hui m'ont aussi construite, et me permettent d'être ce que je suis, quoi. Ouais, je te rejoins beaucoup sur le fait de se dire que tu fais quelque chose qui apporte sa petite pierre à l'édifice. Je trouve que c'est pas facile d'arrêter ce qu'on fait quand on fait un boulot prestigieux dans une grande entreprise que tout le monde connaît, et pour des raisons différentes et avec des parcours différents, on en est tous les deux venus à repartir de zéro. Et moi, j'ai parfois le sentiment en fait que c'est un peu flippant en fait de se dire j'essaye de créer quelque chose partant de zéro, j'essaie de créer quelque chose qui moi m'a manqué, que j'aimerais offrir aux autres pour les aider, et parfois je flippe parce que je me dis pendant ce temps-là les autres ils sont en train d'accumuler des mois et des années en plus d'expérience dans des boulots bien sous tout rapport, et moi qu'est-ce que je fais? Eh bien déjà j'essaye d'arrêter de me comparer aux autres tout le temps, mais aussi je me dis en fait les petites choses que je fais aujourd'hui à mon niveau, en fait c'est ma petite part du truc, quoi. C'est ma petite part du monde auquel j'ai envie de contribuer, et quand je reçois un message, et j'en ai reçu beaucoup, et c'est ça qui me donne beaucoup d'énergie, et du coup je remercie les gens qui prennent le temps de me les envoyer, parfois simplement pour me dire en fait ça me touche ce que tu as dit, ou en fait ça m'aide, ou ça me donne des idées, et je trouve que en fait ça c'est un vrai moteur au quotidien, et effectivement je comprends qu'il y ait de quoi être fier. Bah d'ailleurs on l'a pas dit, mais c'est comme ça qu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines. Moi en fait j'ai vachement été touché par ta façon de à la fois parler du sujet avec une émotion super forte. Enfin vraiment, moi quand j'ai lu ton témoignage, j'ai été profondément touché, et en même temps avec une profondeur, est arrivé à isoler des concepts, des choses qui servent aux autres, et c'était pas juste de l'émotion pure qui est très personnelle, c'était t'arriver à partager aux autres ton ressenti tout en leur transmettant un apprentissage, et du coup c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc moi ça me touche beaucoup, et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, je pense que le truc qui est très difficile aujourd'hui tu vois, de repartir de zéro, pourquoi les gens ont peur, c'est parce que, encore une fois, je trouve qu'on est habitué à tout de suite voir le résultat très rapidement. Tu vois, on le voit dans les réseaux sociaux, tu vois sur Insta tout plein de gens qui sont sur des super plages, sur des trucs machin, mais tu vois pas le truc qu'il y a eu avant ou le truc qu'il y a eu après. Tu vois des entrepreneurs à succès qui... Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on juge le succès sur le nombre de millions que t'as levé, et ça me choque, mais tu vois, on voit pas tout le travail, toute l'énergie qu'il y a eu avant, et tout de suite on te balance quelqu'un sur le devant de la scène, voilà, et donc tu te dis, ok, mais avant ça il y a le premier pas, il y a le deuxième pas, il y a le troisième, il y a le 10 millième pas avant d'arriver à ce que les gens considèrent être un succès. Et du coup, je pense que la fierté, en fait, elle vient aussi beaucoup de l'amour de ce chemin, en fait, et de ce travail au quotidien, de cette énergie, plus que du résultat, parce que le résultat, in fine, tu peux toujours aller plus haut, toujours gagner le match d'après, toujours. Donc si t'aimes pas le chemin, a priori, le résultat, il y aura moins de puissance, je pense.
Ça me parle beaucoup parce que je lis beaucoup d'histoires de gens qui ont changé de vie. J'écoute beaucoup de podcasts de gens qui ont changé de vie. Et j'écoute notamment le podcast de ma copine Charlotte qui s'appelle Pourquoi pas moi. Et à chaque fois, en fait, quand j'écoute ces gens lui raconter leur parcours, et ils parlent parfois des épreuves qu'ils ont traversées, et ça ne rend d'ailleurs l'histoire que plus belle, en fait, d'entendre que voilà, tu t'as passé des moments très difficiles. Et en fait, je trouve pour autant que quand tu y es dans le moment très difficile, ce moment où en fait c'est dur pour toi, tu sais pas exactement ce que ça va donner, potentiellement tu te plantes, c'est pas facile. Et du coup, c'est tentant d'avoir hâte d'être arrivé quelque part pour pouvoir dire oui, j'ai eu ça, mais c'est pas grave parce que maintenant j'en suis là. Et en réalité, écoute, t'as raison, il faut apprendre à aimer ce moment-là aussi. Et ce que je trouve assez frappant, c'est que les quelques personnes à qui j'ai eu l'opportunité de parler et qui me donnaient le sentiment d'être arrivée, et je pense notamment à Clara qui était ma première invitée sur le podcast, en fait ces gens-là souvent ils vont te dire mais oui, mais aujourd'hui je suis là, mais va savoir où je serai dans 2 ans. Et je trouve que c'est assez incroyable de se dire, en fait, même eux, ils considèrent pas qu'ils sont arrivés, parce que finalement, le chemin, il dure toute la vie. Et il y a la première étape, celle où tu découvres qu'en fait, t'as un chemin et que non, tu n'as pas 30 ans et tout compris dans la vie. Et ça met une première claque. Mais je trouve que la deuxième claque, c'est qu'en fait, il suffit pas d'une fois, il suffit pas d'un pas pour, encore une fois, avoir tout compris et être enfin sur le bon chemin. C'est, en fait, faut mettre un pas devant l'autre tous les jours et espérer, à un moment donné, croiser des choses qui te plaisent dans le paysage, parce que va savoir où elle est, la destination, et même si elle existe, quoi. Ouais, et avec aussi, en plus, tu vois, vraiment le fait de pas avoir peur de tomber, quoi. Tu vois, moi, pareil, c'était le nombre de fois où tu te plantes en ski, où tu te plantes en kitesurf. Enfin, et en fait, c'est ça qui te fait apprendre, qui te fait comprendre. Ah ouais, ok, je me suis planté comme ça. Bon, bah voilà, on avance. Et c'est pareil, là, au quotidien, on fait encore plein d'erreurs et on grandit à chaque fois et t'apprends plein de trucs juste en te plantant. Et donc, moi, je trouve ça aussi cool, tu vois, de tomber, de te planter, parce que, juste t'apprends plein de trucs et tu refais pas ton erreur, quoi. Oui, et puis tu te rends compte que ça fait mal, mais ça va, quoi. Ouais, carrément. On peut s'en remettre. Et du coup, là, c'est quoi tes prochains défis pour la suite? Déjà au stade où on est aujourd'hui, on est une entreprise très jeune encore. On a été créé il y a un peu moins de 6 mois. Même si le projet a germé dans la tête dans notre tête comme on l'a dit il y a bien plus longtemps que ça. Je pense que un de mes prochains défis ce sera de diffuser ça en faisant grandir cette entreprise et surtout en constituant une équipe de gens passionnés autour de ça. Passionnés par ce qu'on essaye de faire au quotidien, tu vois, qui parlent comme on essaye de le faire avec nos tripes et avec nos convictions qui sont super fortes sur le sujet et qu'on a envie de partager. Donc tu vois, aujourd'hui moi j'ai vraiment un défi qui est de réussir à transmettre cette passion qui m'anime au quotidien à d'autres et du coup de leur donner envie de bosser avec moi sur ces sujets-là. Peut-être que le deuxième défi qui est de taille aussi, c'est de réussir non seulement à attirer des gens pour bosser avec moi avec nous, avec Guillaume et moi sur ces sujets, mais aussi de le rendre accessible juste au plus grand nombre. On parlait tout à l'heure du sujet de la déstigmatisation, il y a encore plein de travail à faire là-dessus. On parlait de l'apprentissage, il y a encore plein de travail à faire là-dessus. Et du coup, les défis de demain, c'est vraiment d'essayer de passer à l'étape supérieure, quoi. Ouais, je crois que aujourd'hui, c'est un sujet que chacun traite ou ne traite pas d'ailleurs à son petit niveau, et c'est difficile d'en parler. Et si tu réussis ce deuxième défi qui est de démocratiser ça et de donner l'impression aux gens, en tout cas, que c'est ok de se faire aider, c'est ok d'en parler. En fait, moi, je crois qu'il va y avoir un effet exponentiel à ça, parce que dès qu'en fait tu t'ouvres sur ces sujets-là auprès de tes proches et même de tes moins proches, en fait, tu te rends compte que du coup, tu provoques des conversations que tu n'aurais jamais eues. Et moi, je n'en reviens pas, en fait, et c'est un des plus beaux cadeaux de me dire, en fait, depuis 6 mois, j'ai eu des conversations incroyables avec des gens de ma promo avec qui j'avais pas parlé depuis 6 ou 7 ans, avec qui on a passé 1 heure au téléphone à partager des choses hyper profondes.
Et je me dis, mais ça, c'est génial. Et en fait, ça peut être décuplé si demain, tout le monde accepte de se dire, voilà, j'ai un problème, je le règle, j'en parle. Et en fait, quand j'en parle, je donne quelque part l'autorisation aux autres d'avoir aussi un problème et de aussi en parler. Et en fait, ça devient plus des problèmes, quoi. Ça devient juste des sujets. Et tu te rends compte aussi que tes proches, c'est quand même des gens qui te connaissent hyper bien et qui peuvent aussi t'aider en fait à régler des choses. Encore faut-il que tu acceptes de dire qu'il y a des choses à améliorer chez toi, sinon c'est sûr personne ne t'aide. Complètement. Et tu parlais de cadeaux tout à l'heure et j'adore le titre de ton projet, un cadeau mal emballé. Je trouve ça quand même assez vachement parlant, et là pour le coup c'est peut-être un cadeau bien emballé, le fait de réussir à en parler et de t'exprimer complètement sur le sujet, quoi. Merci beaucoup. De rien. À bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. À très vite.